Donc, pour les instituts de recherche également, il est pour les instituts de recherche désirant postuler, donc la prise en compte des besoins des changements des politiques des pays est obligatoire. Et cet appel sert aussi à faciliter cette mise en relation avec les décideurs et les parties prenantes, et constitue un des critères aussi de sélection des propositions. Notre réunion d'aujourd'hui portera sur la thématique intitulée « Approche prometteuse pour le passage à échelle de la délégation des tâches ». Et pour cela, nous aurons 3 pays qui vont intervenir ici pour nous nous présenter leur attente par rapport à la recherche, pourquoi une telle thématique est importante pour leur pays, en quoi les données qui seront issues de la recherche pourront aider à créer ou à améliorer les conditions pour l'utilisation de la planification familiale. Nous aurons donc une présentation de 10 minutes d'abord pour le Sénégal, puis le Niger prendra la parole. Ensuite, on donnera la parole à la Mauritanie. Et après, donc, on donnera donc quelques minutes aussi aux participants qui ont des questions précises par rapport à ce qui a été présenté, par rapport aux attentes des pays, donc pourront poser leurs questions. Je vois ici Dr Doucouré. Docteur Doucouré, bonjour, qui est connecté. Nous allons sans plus tarder vous donner la parole. Bonjour à tous. Docteur Husseini, je pense qu'il ne s'agit pas de docteur Doucouré DSME du Sénégal, mais il s'agit plutôt du docteur Doucouré de la Crésacie, si je ne me trompe pas. Bonjour, docteur Husseini. Donc, je vois bonjour. Docteur Doucouré, votre micro est fermé. Bonjour à tous. Ah. Docteur Husseini. Allô? Oui. Allô, excusez-moi. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Je voudrais juste faire un petit éclaircissement et préciser que le docteur Doucouré qui est connecté en ce moment, ce n'est pas le DSME du Sénégal, mais c'est le docteur Doucouré de la Crésacie. Voilà, merci. Merci beaucoup de signaler cela. Husseini, je pense que… oui, je suis connectée pour le moment puisque le directeur est en train de terminer notre réunion de staff et j'ai dû donc me libérer pour assister en attendant qu'il vienne nous rejoindre. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Voilà. Donc c'était juste pour dire que le directeur est en train de terminer notre réunion. Bon, maintenant, peut-être je prendrai la parole pour saluer l'ensemble des participants à son nom, donc, et vraiment remercier donc l'UCPO pour l'organisation de cette réunion pour vraiment discuter donc sur des approches prometteuses. Comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc le Sénégal est honoré en tout cas de pouvoir partager avec l'ensemble des pays du partenariat de Ouagadougou donc, sur ce thème d'actualité qui est la délégation des tâches. Et je rappelle donc que c'est vraiment un thème qui tient à cœur, je pense, l'ensemble des pays.
Et on peut voir que parmi les pays donc, du PO, il y en a vraiment qui se sont basés en tout cas sur cette approche pour avancer en matière de planification familiale. Voilà, donc je vous remets la parole. C'était juste ces quelques mots que je voulais dire au nom du directeur. Ok, merci, docteur Marraine. Donc, il y a une présentation donc, du Sénégal que je vais projeter maintenant. Je pense que à l'absence du directeur, docteur Mariem peut nous faire la présentation. Donc, Arnaud peut partager la présentation du Sénégal. C'est vous qui partagez ou c'est moi? Parce qu'on avait transmis. On avait transmis. C'est nous qui partageons. Ok, d'accord. Donc, on attend. Merci. Excusez-moi. Ok. Diapo. Donc, docteur Marraine, vous voyez l'écran? Oui, je vois bien l'écran. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Ok. Docteur. Marraine va présenter pour le compte Sénégal. Excusez-moi pour le... Merci. Ok. Bonjour, docteur Doucouré. Donc, on est juste à la projection donc, de la présentation. Nous pouvons défiler. Oui. C'est compliqué. Ok, merci. Voilà, donc merci beaucoup à tous de nous donner l'occasion donc, de partager en tout cas les quelques réflexions sur le sujet donc, de la délégation des tâches. Et donc, le Sénégal a choisi donc vraiment de travailler autour de ce thème puisque nous avons quelques arguments sur la situation et l'étendue donc actuelle du problème dans le pays et pour faire quelques constats concernant les ressources humaines donc qualifiées qui sont indispensables pour une offre de services de qualité de planification familiale. Et par rapport à cela, ce qu'on note dans le pays, c'est que d'importants efforts ont été faits ces dernières années autour du recrutement d'agents qualifiés, vraiment pour accompagner les programmes, que ce soit la planification familiale ou les autres composantes de la SR. Mais force est donc de constater qu'il existe un déficit criard en ressources humaines. Je pense que c'est un constat qui a été fait il y a déjà quelques années derrière et pour lequel vraiment la recommandation au niveau même des pays de l'OAS, donc, d'aller vers vraiment cette importante stratégie pour parer donc à ce déficit en ressources humaines. Et d'autre part, nous savons aussi que la délégation des tâches, en tout cas, offre à des agents moins qualifiés. Donc ici, je pense qu'on a même la composante des 3D, qui est la démédicalisation, qui intervient ici aussi. Et donc, donner l'occasion à ces agents, mais vraiment, si la stratégie est bien encadrée,
pour améliorer la qualité, mais aussi la couverture des services et atteindre un plus grand nombre de populations cibles. Et les constats que nous pouvons faire, c'est que dans la période de mise en œuvre du premier plan d'action national budgétisé de la planification familiale, le Sénégal avait fortement misé donc sur une contribution du niveau communautaire à travers la stratégie d'offre initiale de pilules et des contraceptifs injectables. À l'époque, nous avions que l'injectable en IM. Et donc, cela a valu donc une note vraiment ministérielle qui autorisait donc ces deux contraceptifs au niveau communautaire, donc au niveau des cases. D'autre part, nous avons eu aussi des études pilotes qui ont été menées et qui ont réalisé et qui ont, dans certaines régions donc, et qui ont amené aussi à la mise à l'échelle de cette expérience. Diapo ? Voilà. Donc, je disais tantôt, je parlais de cette note donc, qui a autorisé l'offre et qui a permis en tout cas de couvrir, en tout cas dans la période, environ 2000 cases sur les 2600 cases que comptait donc, le système pour l'offre donc, des injectables et des contraceptifs oraux. Malgré tout, c'est aussi une stratégie. Le constat est qu'on n'a pas pu maintenir donc, disons, cette mouvance-là. Dès que le partenaire part, nous assistons à donc un peu à... il n'y a pas eu la pérennisation à travers donc, cette stratégie-là. L'autre aspect, c'est aussi de dire que le plan de deuxième génération aussi avait vraiment misé sur une contribution à hauteur de 47% donc du niveau communautaire pour l'atteinte de l'objectif de 45% qui était retenu en 2020. Et actuellement, dans le plan de troisième génération qui est en finalisation, c'est toujours une option donc de la délégation des tâches et vraiment au niveau communautaire et globalement, disons. Alors, cette stratégie, nous constatons aussi que c'est une stratégie qui a donc toute sa place dans les résultats du pays durant la décennie, avec donc le TPC du Sénégal qui est passé de 12% en 2012 à 25,5% en 2019 avec les résultats donc, de l'EDS. Mais aussi, nous avons assisté à une baisse des besoins non satisfaits en planification familiale dans la même période. Et donc, malgré toutes ces initiatives prises pour la délégation des tâches, la mise à l'échelle n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Alors, quel est le besoin de changement au Sénégal? Nous pensons que si on veut vraiment travailler sur l'accès à la planification familiale, il faut aller jusqu'au niveau communautaire. Et au niveau communautaire, nous le savons tous, c'est vraiment du personnel communautaire qu'il y a. Et je pense que les résultats des enquêtes nous montrent qu'il existe encore des disparités entre le milieu rural et le milieu urbain concernant les besoins non satisfaits, donc qui sont plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain, donc vraiment un argument de taille pour aller en tout cas autour de cette stratégie-là. Et nous pouvons constater aussi que l'introduction du pilote de SAENA-Presse dès 2014 a été un choix du Sénégal parce que justement, le SAENA-Presse ou DMPA sous-cutané
étaient vraiment venus pour aller au niveau communautaire parce que plus facile, en tout cas pour l'utilisation des communautés, mais aussi, on sait que ça contribuait aussi à une autonomisation de la femme. Et d'où donc le passage à l'échelle qui a été décidé au Sénégal donc dès 2018. Le plaidoyer est assuré aussi par la société civile qui juge de la pertinence et du bienfait que la pratique pourrait apporter aux populations. Parce que ce n'est pas des décisions qui sortent vraiment de là. Et donc, on sait que la société civile peut vraiment porter les plaidoyers. Et à partir de ce moment-là, on va vers l'élaboration de plans, donc, qui identifient vraiment les cibles et les canaux avant de procéder donc à la mise en œuvre. Alors, en quoi ces décisions prises sur cette recherche pourraient accélérer l'utilisation de l'APF dans le pays? Nous pensons que l'utilisation vraiment de ces stratégies pour aller en tout cas vers la mise à l'échelle, c'est en soi de permettre de mieux asseoir les politiques en matière de mise à l'échelle, mais aussi de les réussir, bien sûr. Et nous pensons que c'est aussi une approche qui pourrait être accompagnée, qui pourrait accompagner la volonté politique exprimée lors de la mise en œuvre du premier plan de 2012 à 2015, après le sommet de Londres, donc de 2012. Et ceci a été renouvelé donc, lors du deuxième sommet de Londres de 2017. Et tout récemment, je pense que c'était en 2017, la tenue de la 18e Assemblée des ministres de la Santé des pays de la CEDEAO nous a permis donc la signature de la résolution sur la délégation des tâches et comme argument de taille pour les pays en tout cas. Et d'ailleurs, en 2016, il y a eu une grande réunion de concertation sur la délégation des tâches et qui avait insisté vraiment de faire cette concertation au niveau de retour au pays, ce qui a été fait. Et le défi actuel, nous constatons que ces défis demeurent dans l'accès universel aux soins et particulièrement à la planification familiale pour réduire les inégalités et prendre en compte les questions d'équité. Je pense que l'horizon 2030, donc les ODD, en tout cas, je dirais pas oblige, hein, mais en tout cas, entendez par là que plus d'équité pour les horizons 2030 et ne laisser personne en rade. Et je pense que c'est vraiment donc, pour aller dans ce sens. Docteur Marème, il s'agira aussi de... D'accord. Il s'agira aussi de résoudre le problème de déficit en ressources humaines pour l'accès donc à l'offre de PF aux femmes, mais aussi rendre accessible l'offre dans les endroits les plus reculés du pays et aussi contribuer à l'autonomisation des femmes, contribuer aussi donc à l'augmentation de la prévalence contraceptive et la réduction des besoins non satisfaits. Et cette recherche pourra fortement contribuer à l'élaboration d'un plan pour une pérennisation de la délégation des tâches dans le cadre de l'APF à travers les différentes composantes, donc offre de services, motivation financière et capitalisation. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup, docteur Mariam, pour cette présentation qui revient en fait sur les besoins de recherche par rapport à la délégation des tâches et aussi l'identification des problèmes sur lesquels cette recherche pourrait se focaliser en allant spécifiquement sur des besoins qui sont exprimés dans cette présentation. Donc,
on va passer à la deuxième présentation, mais vous pouvez déjà envoyer vos questions dans le chat box si vous avez des questions et on prendra le temps de répondre aux questions. Et je vais donner la parole à Dr Harou, je pense qu'il est là, je l'ai vu, et pour présenter aussi les attentes du Niger par rapport à la recherche sur la thématique liée à la délégation des tâches. Docteur Harou, vous avez la parole. Peut-être avant que, Abdoulaye, peut-être avant que Dr Harou prenne la parole, bonjour à tous et bonjour à toutes. On aimerait pouvoir avoir un petit recensement au-delà des points focaux et des groupes multipartites, de savoir qui est sur l'appel. Donc, si vous pouvez vous présenter rapidement dans le chat et nous dire l'organisation ou l'institut au nom duquel vous êtes connecté, ça nous aidera beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, docteur Harou. Est-ce que docteur Harou nous entend? Docteur Husseini est là. Je pense qu'il y a un problème de connexion avec le Niger. Nous avons aussi un problème de connexion avec la Mauritanie. Il y a depuis hier du mal à se connecter. Mais je vois Senia qui est Alors, docteur Hussein. Oui. Oui, en fait, donc, comme tu le disais, la connexion est un peu instable ici. Sinon, docteur Harou était en ligne, mais la connexion est en train de lâcher. Il est en train de voir s'il peut. Sinon, auquel cas, bon, je pourrais prendre la même. Je vais encore le recontacter pour voir si. Docteur Amadou Husseini, si ça peut vous aider, nous allons nous allons projeter votre présentation et vous pourriez la commenter si ça peut aider dans la résolution des problèmes de connexion. OK, je ne sais pas. Sinon, la dernière version avec docteur Harou, attendez une minute, je vais voir avec lui. Docteur Amadou, on va présenter la version que nous avons ici. Je pense que c'est aussi la toute dernière version.
Docteur Amadou, vous êtes avec nous? Je pense qu'on va passer à la présentation de la Mauritanie. Donc, docteur Sidi a aussi du mal à se connecter, mais je vois Senia Yaralla qui est connecté et qui va nous faire la présentation de la Mauritanie. Senia Yaralla est point focal de la société civile de la Mauritanie. Bonjour, Senia, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, docteur Ousseini. Bonjour tout le monde. Donc, on va projeter la présentation de la Mauritanie. Vous allez projeter ou je... Oui, allez-y, allez-y, projetez si vous l'avez. Vous n'avez pas le document? Vous ne pouvez pas projeter? Arnaud peut projeter le document, voilà. Oui. Donc, comme vous savez, je ne suis pas docteur, donc il n'y aura pas beaucoup de notions vraiment très dont vous attendez, mais quand même, comme Sidi Ibrahim, aujourd'hui, vous savez, il y a eu un petit problème en Mauritanie. Il y a l'évasion de 4 salafistes, donc le réseau n'est pas très, très bon en Mauritanie aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons qui fait que le ministère de la Santé aujourd'hui n'a pas de réseau. Et pour cela, je serai vraiment honorée de vous faire présenter Vous pouvez passer, Monsieur Docteur Ousseini, passer à la... donc, il a fait une présentation, une brève présentation, et il a parlé de le taux de mortalité maternelle et néonatale demeure très élevé en Mauritanie, 424 sur 1000 nouveau-nés et 22 sur 1000 nouveau-nés, le rapport de 2019-2020. Donc, comme vous savez, les ODD 3.1 et 3 de prévoient de réduire ces taux de mortalité maternelle et néonatale à 140 pour 1000 de nouveau-nés et à 12 pour 1000 à l'aube de 2030. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vision 2030 de réduire vraiment cette mortalité. Et je pense qu'il y a quelques efforts qui sont en train de voir jour. Docteur, je n'ai plus le... Vous m'entendez? On vous entend bien. Oui. Donc, l'engagement du pays se traduit par l'inscription de la RDMNN comme premier objectif du PNDS, la mise en place d'une stratégie SMNIA, d'une stratégie communautaire et l'élaboration d'un plan national de repositionnement de l'APF. Sur le système de santé en Mauritanie, le système de santé a pu repartir sur 1 million 700 km² sur la superficie de la Mauritanie, pour une population de 4 475 630 83, un peu moins de 5 millions. On a 15 directions régionales de santé, 19 centres hospitaliers, 5 centres hospitaliers spécialisés, 3 hôpitaux de Mourata, 115 centres, c'est-à-dire Mourata à commune, 115 centres de santé, 715 postes de santé, une faculté de médecine, 5 écoles de santé publique. Et ceci est réparti dans les 15 régions du pays. La catégorie professionnelle, par rapport sur la densité pour 1000 habitants, vous avez les médecins spécialisés 0,39 pour 1000, médecins généralistes 0,41 pour 1000, pharmaciens 0,08 pour 1000, infirmiers diplômés d'État 1,37 pour 1000, EMS 2,14 pour 1000 et SFE 0,16 pour 1000. Les normes OMS
Donc, c'est 1 sur 1000 et 1 sur 5000 pour les infirmiers diplômés d'État et 1 sur 3000 sur les SFE. Et ça, c'est des données que, je pense que c'est des données brutes qui sont répartition du personnel par catégorie. En 2022, l'effectif total du personnel exerçant dans les structures de soins est de 7707 sur 8368, répartis sur les 6 catégories suivantes. 751 médecins, soit 9,7%, 38 biologistes, soit 0,5%, 589 techniciens supérieurs, soit 7,6%, 1580 infirmiers diplômés d'État, soit 20,5%, 1145 sages-femmes d'État, soit 14,9%, 2739 infirmiers médico-sociaux, soit 35,5%, 865 accoucheuses auxiliaires et aides auxiliaires, soit 11,2%. Les principaux défis à l'APF. Donc, les défis auxquels l'APF en Mauritanie se confronte. Vous avez l'insuffisance et instabilité du personnel qualifié, insuffisance dans l'application des PNB SR par niveau de la pyramide sanitaire. Les prévisions restent au plus près de la consommation potentielle estimée, difficulté d'approvisionnement en contraceptifs en milieu reculé et communautaire en particulier, insuffisance dans l'implication des agents de santé communautaire dans l'offre de services de PF, insuffisance d'implication des leaders religieux dans la sensibilisation des populations cibles, insuffisance dans la recherche opérationnelle et les enquêtes d'évaluation de la prescription des utilisatrices, insuffisance dans la mise en œuvre de la délégation des tâches, profils et niveaux de formation des organisations de la société civile, faiblesse et les opportunités de passage à grande échelle. Historique de la délégation de tâches et DBC. En Mauritanie, en 2011, l'élaboration d'une stratégie nationale de délégation des tâches. En 2017, finalisation de la délégation des tâches en PF par niveau, y compris le niveau communautaire. En 2019, identification et formation des organisations de la société civile au niveau communautaire. En 2020, distribution et réapprovisionnement effectif en pilules au niveau communautaire. En 2022, introduction du Sarian Press au niveau communautaire avec un accent particulier sur l'auto-injection. En guise de conclusion, la stratégie nationale de délégation des tâches, l'accès de population rurale à l'APF est difficile. Non seulement les initiatives pour les atteindre sont insuffisantes, mais les leaders religieux ne sont pas assez impliqués dans ce domaine. Besoin de recherche, documenter la mise en œuvre de la délégation, identifier les aspects qui sont promoteurs. Merci pour votre aimable attention. Je n'ai pas pu beaucoup développer puisque n'est pas... Merci beaucoup. J'ai pu que lire. Okay. Merci beaucoup. Je comprends qu'il y a un problème de connexion pour Dr Sidi se connecter depuis hier. Voilà. Mais merci pour cette présentation aussi qui montre les besoins de recherche, notamment par rapport à la délégation de tâches, en ce qui concerne surtout les écarts qui existent, notamment dans les ressources disponibles, mais aussi les besoins de services, surtout au niveau rural. Depuis sa mise en œuvre en 2011, la délégation de tâches a du mal à couvrir tous les aspects. Et je pense que ce qui ressort, c'est que la recherche pourra permettre de regarder et de fond et de documenter ce qui est mis en œuvre, mais aussi d'identifier des approches qui pourront permettre de mieux réussir la mise en œuvre de la délégation de tâches et de l'adapter surtout aux besoins du pays, notamment l'accès surtout au niveau communautaire. Merci beaucoup.
Et je reviens vers Dr Arou s'il est connecté. Dr Ousseini. Dr Ousseini, vous avez la parole. Oui, Dr Abdoulaye. Je cherche à partager mon écran. Je cherche la présentation pour voir. C'est bon? Docteur Amadou Ousseini, pouvons-nous projeter la version que nous avons ici? Oui, projette, c'est bon. On va voir ce j'ai de difficultés aussi. OK. Projeter, on va prendre en compte les questions. Merci. Oui, vous pouvez continuer à poster vos questions. OK. Merci, docteur Ousseini. Le directeur général a toujours des soucis avec la connexion. Je vais, en son nom, partager avec vous ces quelques données, ces quelques informations par rapport à la mise en œuvre du plan de passage de la délégation de tâches au Niger. Donc, comme vous le savez, le Niger a une très longue expérience en matière de délégation de tâches parce que les premières stratégies et interventions remontent dans les années 70. Et chemin faisant, avec vraiment le repositionnement de la planification familiale, plusieurs interventions ont été également menées dans ce sens. Mais il faudrait dire que depuis la résolution de la 18e session de l'Assemblée des ministres de la Santé d'Abuja au Nigeria, mais au-delà aussi, toujours dans le cadre du repositionnement de la planification familiale pour faire vraiment face aux défis, notamment en ce qui concerne la couverture en matière de planification, d'offre de la planification familiale et également la réduction des besoins non satisfaits en matière de méthode de planification familiale. Le Niger a pris la résolution d'avoir une stratégie de délégation de tâches, n'est-ce pas? Et surtout que cette stratégie est partie intégrante ou bien pris en compte dans les engagements FP 2030. Donc, partant de cela, au Niger, nous avons voulu d'abord attaquer le gros morceau, qui est celui vraiment de baliser l'environnement juridique et réglementaire. Et dans ce sens, le décret portant en modalité d'application de la loi SR 2006, 2006 a été révisité. Et donc, il s'agit du décret 408 de 2019. Et nous avons également, dans la même foulée, signé une série d'arrêtés autorisant la délégation de tâches en prenant en compte notamment l'injection du DMPA sous-cutané par la femme au niveau des officines et dépôts pharmaceutiques, mais également, au-delà de ça, l'auto-éjection. Nous avons, dans ce sens, élaboré notre plan de passage à grande échelle de la délégation de tâches pour la période 2020-2022, préfacé par Monsieur le ministre, et qui prend vraiment en compte toutes les tâches qui ont été déléguées dans la révision des différents arrêtés. Il s'agit notamment de l'offre des implants, donc en termes d'insertion et retrait au niveau communautaire, par les agents de santé communautaire qui sont au niveau des cases de santé et également toujours au niveau communautaire par l'offre du DMPA sous-cutané par les relais communautaires. Nous avons également délégué l'offre du DMPA sous-cutané au niveau des officines et dépôts pharmaceutiques et également l'auto-injection. Donc, il faudrait dire que malgré cela, l'offre, la demande
méthode de planification familiale reste encore faible parce que ça tourne autour de 30%. Donc, de 2020 à 2022, ce plan de passage à grande échelle de la délégation des tâches, après l'élaboration a été mise en œuvre et une série d'activités ont été réalisées en termes d'élaboration et d'adaptation d'outils, n'est-ce pas, de formation. Nous avons mis à disposition des différentes régions un pool de formateurs, renforcer les capacités orientées en cascade et sur site, les principaux acteurs, notamment les prestataires de santé, sur l'injection du DMPA sous-cutané, y compris l'auto-injection. Et 2 ans ou 3 ans après la mise en œuvre, nous avons fait réaliser une revue, n'est-ce pas, à mi-parcours de la mise en œuvre de cette stratégie. Et donc, le constat qui ressort, c'est que les résultats restent encore mitigés selon les régions, parce que nous sommes partis en termes vraiment d'objectifs programmatiques, d'aller vraiment en 2022, vers une cible de 100% en termes vraiment de capacitation des cases de santé en termes d'offres d'implants, mais également au niveau des relais communautaires, notamment les ADBC, que 100% puissent vraiment offrir le DMPA sous-cutané. Et malheureusement, le résultat est encore mitigé parce que nous n'avons pas encore atteint ces 5%. Et en ce qui concerne l'auto-injection, nous sommes toujours en train vraiment de d'épauler en ce qui concerne son expansion. Nous avons également noté une faible mobilisation des ressources par rapport à la mise en œuvre des interventions, ce qui expliquerait d'ailleurs les résultats qui ont été obtenus à cette phase d'évaluation. Et également, toujours en ce qui concerne l'auto-injection, malgré les pilotes réussis, nous sommes encore en train vraiment de vouloir faire l'extension au niveau des différentes régions. Diapo. Donc, les relais communautaires, comme nous le savons, jouent un rôle important dans la mise en œuvre de l'APF et sont responsables de distribution à base communautaire et de l'administration du DMPA sous-cutané. Malheureusement, dans toutes les actions d'offres de prestations, nous avons très peu de données en ce qui concerne la perception et l'acceptabilité même de cette pratique, n'est-ce pas, de délégation de tâches par les utilisatrices, mais également au-delà de ça, les capacités de gestion de ces relais communautaires, des effets secondaires et également la conservation des produits à domicile. Nous avons également très peu de données sur la perception et l'acceptabilité de l'auto-injection par les utilisatrices, surtout par les communautés. Et au-delà de ça, je pense que, pour rappel, nous avons élaboré en 2020 un agenda de recherche dans lequel la délégation de tâches et l'autoprise en charge restent parmi les priorités en termes vraiment de questions de recherche prioritaires. Et également, ici, nous pouvons déjà noter les quelques questions de recherche prioritaires qui ont été élaborées de façon inclusive et participative par toutes les parties prenantes et qui sont vraiment retenues dans cet agenda, notamment en ce qui concerne la perception, quelle est la perception des populations et des relais communautaires en ce qui concerne la délégation de tâches et l'autoprise en charge. Quels sont les facteurs ayant permis l'acceptabilité de l'APF chez certains hommes? Comment utiliser ces facteurs pour susciter l'intérêt en matière d'autoprise en charge et par d'autres utilisatrices, notamment les hommes et également les maris? Les autres questions également, diapo s'il vous plaît. Quels sont les facteurs ayant permis l'acceptabilité de l'APF chez certains hommes? Comment utiliser ces facteurs pour susciter l'intérêt en matière d'autoprise en charge en ce qui concerne les maris, les hommes et les maris? Quel est le niveau de connaissance des effets secondaires des contraceptifs et du risque par les ERCOM et les femmes pratiquant une auto-injection? Comment faire la conservation des produits à domicile et comment seront gérés les déchets biomédicaux au sein de la population pour éviter les infections? Et l'autre question, c'est quels sont les mécanismes de suivi des utilisatrices en place pour limiter les risques d'infection? Voilà quelques vraiment questions prioritaires
que nous avons retenues dans notre agenda de recherche portant sur la délégation de tâches, y compris l'auto-injection. Maintenant, les avantages que nous pouvons soutirer, bien entendu, dans la mise en œuvre des recherches, et surtout se focalisant sur ces questions prioritaires, nous pensons que ces éléments-là nous permettront de disposer de données scientifiques sur la perception des populations et des agents des relais communautaires en ce qui concerne la délégation des tâches de façon générale, ainsi que l'acceptabilité en matière de prise en charge en planification familiale. Ces données nous permettront également, bien entendu, de contribuer au renforcement de l'environnement favorable parce que nous avons fait un effort, en tout cas soutenu en ce qui concerne l'environnement juridique et réglementaire, mais nous voulons vraiment, en termes vraiment d'implication, d'appropriation de cette stratégie au niveau communautaire et par les populations, voir ce que nous pouvons vraiment faire. Et enfin, nous estimons, nous pensons que ces éléments ou ces données issues de la recherche pourront contribuer à apporter des changements positifs dans la communauté en matière de planification familiale, surtout en ce qui concerne l'appropriation, la forte adhésion de toutes les parties prenantes. Voilà ce que je pourrais vraiment partager avec vous par rapport à ces perspectives de mise en œuvre des questions de recherche en ce qui concerne cette stratégie de la délégation de tâches sur laquelle le Niger, j'estime qu'il est vraiment avancé puisque nous avons récemment, nous sommes en train de revisiter cette délégation pour la période 2023-2025. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ok, merci beaucoup, Dr Ousseini Amadou, pour cette présentation donc, qui donne un contexte général donc, de la mise en œuvre de la délégation de tâches au Niger. Donc, on voit qu'il y a une série de mesures qui ont été prises pour l'effectivité de la délégation de tâches. Mais jusqu'à présent, donc, il y a du mal donc, à atteindre des objectifs qui sont fixés, notamment à l'utilisation des produits contraceptifs. Donc, le besoin, c'est de comprendre pourquoi ça ne marche pas, malgré tous ces efforts-là. Et l'autre chose, c'est que vous avez déjà un ensemble de pistes de recherche que vous avez élaborées qui sont focalisées sur vos besoins de recherche. Qu'est-ce que vous attendez de la recherche? Donc, ces questions permettront, sans nul doute, d'orienter les chercheurs donc, qui sont intéressés à mener une recherche sur la délégation des tâches dans ce pays. Merci beaucoup, Ousseini. Merci à tous les présentateurs. Donc, nous avons 30 minutes environ. Donner la parole aux participants qui ont éventuellement des questions. Mais auparavant, je vais regarder dans le chat s'il y a d'autres questions. Donc, pour ceux qui veulent prendre la parole, il y a Gani. Je vois. Vous avez la parole. Beaucoup. Je remercie les collègues du Sénégal, du Niger et de la Mauritanie pour avoir partagé leur expérience en matière de délégation de tâches. Et donc, je voudrais aussi vous informer que le Togo aussi dispose d'une politique de délégation de tâches et d'un plan d'introduction et de passage à l'échelle des bonnes pratiques dont le CNAPS depuis 2018. Et nous avons eu à former aussi plus de 2000 agents de santé communautaire qui offrent actuellement au Togo le CNAPRES. Mais je voudrais savoir, mais nous avons un problème de motivation de ces ASC. Et donc, je voudrais savoir, dans les 3 pays, quel est le nombre des agents de santé communautaire qui offrent le CNAPRES et comment assurer leur prise en charge, leur motivation. Voilà ce que je voulais que les 3
collègues partagent avec nous. Merci beaucoup. OK. Je pense qu'on va prendre les questions s'il y en a d'autres questions. Donc, mais voilà, je pense que les questions, bon, ce qu'on voudrait que ça soit focalisé vraiment sur les besoins de recherche des pays et en quoi c'est, en tout cas, le contexte et les questions qui sont exposées ici pourront permettre aux chercheurs donc d'identifier des pistes, mais aussi des indicateurs de recherche. Donc, s'il y a d'autres participants qui veulent prendre la parole, je voudrais bien leur donner la parole. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Nous avons 2 questions dans le chat, Dr. Hosseini. OK, tu peux poser les questions, comme ça on donnera la parole au pays pour qu'ils puissent répondre donc de manière globale. La première question, c'est la question de monsieur Aldiouna Diallo, qui dit que dans une perspective d'étendre l'approche au niveau communautaire par des agents communautaires, qu'est-ce qui est prévu comme encadrement médical et juridique pour ces agents qui sont appelés à faire des actes médicaux, notamment les injections? Et la deuxième question, c'est celle du docteur Agbré, qui demande comment est résolue la question des agents de santé communautaire en termes de motivation pour la pérennité. Voilà. OK, merci beaucoup. Donc, bon, je vais donner au pays donc, juste 5 minutes pour répondre à cette série de questions. Donc, la question, donc, notamment sur l'encadrement médical et juridique par les agents, qui sont, je pense que Husseini, dans sa présentation, a beaucoup parlé en tout cas de l'encadrement et tout ce cadre juridique qui ont été établis, élaborés pour la délégation de tâches. Donc, je veux donner la parole aux autres. Je donne la parole d'abord au Sénégal, puis au Niger, et puis la Mauritanie. Merci beaucoup. Donc, c'est le docteur Amadou Doucouré, directeur de la santé de la mère et de l'enfant, ministère de la Santé. Donc, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à la question posée. Je vais être un peu général. Au Sénégal, il faut dire que la délégation des tâches par les acteurs communautaires dans le cadre de la planification familiale a démarré par une phase pilote au niveau d'un district sanitaire. Il y a d'abord l'OIP, l'Institut de pilote et l'OICN. Et suite à cela, une évaluation a été faite et une lettre circulaire signée par Madame le ministre en son temps, de la santé et de l'action sociale, a permis d'enrôler encore beaucoup plus de cas de santé. Donc, c'est vraiment le document qui a permis l'enrôlement d'autres cas de santé. Quand on dit cas de santé, ce sont des structures sanitaires qui sont au niveau périphérique et qui sont gérés par des agents de santé communautaires. Donc, qui a permis quand même d'enrôler beaucoup de cas. Maintenant, vous savez que nous avons une loi FR qui a été votée en 2005. Et dans cette loi, nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle les projets d'application, de décret d'application de cette loi FR. Mais malheureusement, dans ce projet de décret qui prévoit la délégation des tâches à l'âge échelle par les acteurs communautaires, ce projet de décret n'a pas encore été signé. Mais pour le moment, nous, avec cette lettre circulaire qui donne l'autorisation quand même aux ASC de faire ce travail. Mais là, sous la supervision d'abord de l'infirmier chef de poste qui supervise les activités menées sur le terrain et aussi avec la supervision des équipes cadres de district. Donc, vraiment, les acteurs communautaires mènent le travail sous la supervision. Et là, pour la formation, il y a une formation théorique et une formation pratique qui consiste à faire un stage et même la reconnaissance des effets secondaires et la prise en charge des effets secondaires.
Par rapport à la motivation, là, je pense que c'est un problème qui est valable pour tous les pays, hein, tous les pays de l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs communautaires sont là, ils font du travail bénévolement, mais la motivation reste quand même. Maintenant, il y a des initiatives qui sont prises de temps en temps, comme dans le cadre de la répartition. Au Sénégal, par exemple, il y a ce qu'on appelle la répartition des fonds issus de la vente des tickets. Et là, ça se limite en général au niveau de certains postes de santé, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, le comité de gestion de la sécurité sanitaire fait le point sur les tickets vendus. Et là, il y a un pourcentage qui est alloué aux agents de santé communautaires. Mais là, quand même, au niveau, ça concerne un peu les acteurs communautaires de soins. Chez nous, on les appelle, soit ce sont les matrones ou bien les ASC qui sont au niveau des cas de santé. Maintenant, au niveau pour les agents de santé de promotion, c'est-à-dire les badjanougo, là, en général, ils sont contractuels avec des districts pour mener des paquets d'activités, mais aussi dans le cadre de l'organisation de certaines journées, comme les journées de supplémentation à vitamine A, les GNV, ils font le travail et sont motivés. Mais force est de constater, il faut que vraiment qu'il y ait une motivation qui est là, qui peut davantage qu'on doit vraiment léguer à ces AFC pour mener ce travail-là. Mais je pense quand même que c'est un défi qui nous interpelle, nous tous, afin que ce qui est en train d'être fait au niveau communautaire soit pérenne. Et par rapport aux AFC, peut-être on n'a pas le chiffre exact, mais vraiment, il y a beaucoup d'agents de santé communautaires au niveau des cas de santé qui sont formés pour l'offre initiale de plume, mais l'offre initiale aussi de contraception injectable. Mais là aussi, le défi, c'est le suivi par les prestataires, par les managers de poste, à travers des missions de suivi et de supervision. Merci. Donc, c'est là quelques informations que je voudrais apporter. Merci beaucoup, docteur. Et je m'en vais donner la parole à, je vois, docteur Arou qui lève la main. Peut-être aussi profiter pour répondre aux questions, notamment sur le cadre juridique et la motivation et la pérennisation donc de la délégation des tâches. Docteur Arou, vous avez la parole. Oui, bonjour Husseini, bonjour à tous. Je m'excuse, j'étais déconnecté pratiquement. Heureusement que le docteur Husseini était aux aguets, il a pu faire notre présentation. Mais je n'ai pas entendu toutes les questions, mais je voudrais déjà, en plus de dispositifs législatifs et réglementaires, et même le cadre programmatique qu'il a énoncé, ajouter que la délégation des tâches, nous en avons fait une priorité parce que vous vous rendez compte, notre couverture sanitaire est très faible. C'est pratiquement un Nigérien sur deux qui est au-delà de 5 km. Donc, du coup, si nous voulons atteindre nos résultats, il faut travailler avec la communauté. Et c'est pourquoi je voudrais ajouter qu'il y a une direction de la santé communautaire qui a été créée et il y a une stratégie justement pour la santé communautaire qui a été développée pour aider justement à atteindre le maximum de population. Et récemment encore, il y a la direction de la santé numérique qui a été créée au sein du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales pour aider aussi à la digitalisation de ce communautaire parce que c'est une réalité avec laquelle il faut compter. Je pense que la pénétration de plus en plus de ces outils, de cette technologie, il faut effectivement capter dans ce qu'on fait pour essayer d'aller de l'avant. Bien évidemment, le souci, il l'a dit aussi, c'est la mobilisation des ressources pour accompagner. Mais je viens pour peut-être, le docteur Hussein va compléter puisque lui, il a suivi peut-être les questions. Mais par rapport à la motivation des relais également, c'est une question qui a été largement discutée au cours de tous les échanges qu'on a eus avec les partenaires. Et actuellement, il y a une agence nationale de volontaires donc, qui va prendre en charge cette question justement de la motivation des relais. Et c'est comme cela que je pense que de ce point de vue,
nous sommes en train de faire un pas pour essayer de fidéliser et de fixer ces relais communautaires qui sont un outil extrêmement important pour notre système de santé. Voilà, peut-être de façon, je n'ai pas tout suivi, excusez-moi, mais peut-être après, maintenant la connexion apparemment se stabilise, on pourra apporter d'autres éléments d'information. Merci. Je pense qu'il y a la question aussi de la pérennisation. Donc, comment, surtout, quelles sont les difficultés ou les défis liés aussi à la pérennisation de la délégation des tâches dont vous en avez parlé. Mais je pense que c'est un problème qui est revenu et qui aussi rentre dans ce cadre des réflexions à engager dans les questions de recherche, notamment à l'intention des instituts de recherche. Voilà. Ousseini, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, docteur. Je pense que le DG a retracé un peu vraiment les justificatifs. Mais je voulais peut-être pour aborder la question de l'encadrement juridique et technique, peut-être ajouter que je l'ai déjà dit dans ma présentation, l'environnement réglementaire, nous avons vraiment travaillé sérieusement là-dessus avant même d'aller vers l'élaboration de notre stratégie. Là, nous avons, en dehors ou en plus de la révision du décret d'application de la loi, nous avons eu jusqu'à 3 arrêtés que nous avons fait signer. L'arrêté portant sur les méthodes de planification familiale utilisées au Niger, et un arrêté par rapport aux attributions sur la délégation des tâches. Et nous avons également une charte, parce que nous n'avons pas pu faire des directives, mais c'est une charte que nous avons fait signer en lien avec l'injection du DMPA subcutané et l'auto-injection. Donc, ces documents, nous les avons travaillés, nous les avons vulgarisés, et c'est sur ces bases-là que nous avons vraiment travaillé, continué à travailler. Et je pense que par rapport à ces questions juridiques, réglementaires, nous avons quand même fait un pas. Mais le gros problème, l'autre défi, c'est par rapport vraiment à l'encadrement, parce que la question de la compétence reste aussi une question délicate. Il va falloir résoudre. Et là, nous avons vu, en dehors des dispositifs, tout ce qu'il y a comme outils, support de formation, le support de communication, de collecte de données que nous avons adapté au niveau communautaire, au niveau des officines. Nous avons insisté sur la maîtrise, la compétence en tant que telle. Et là, en dehors de la formation, de la période de la formation, nous avons insisté sur vraiment la certification de la compétence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après la formation, chaque agent devrait être suivi et pour pouvoir signifier, certifier qu'effectivement, il a maîtrisé réellement l'acte d'injection, n'est-ce pas? Le retrait, par exemple, au niveau des ASC, c'est que nous avons fait à peu près 3 semaines de suivi. Et j'insiste sur vraiment le suivi parce que même au-delà de la certification, nous insistons sur le suivi de proximité, la supervision formative pour qu'en continu, nous puissions vraiment renforcer davantage les capacités. Parce que c'est ça l'autre gage aussi de la confiance entre les utilisatrices et les prestataires. Tant que cette question de compétence n'est pas résolue, ça va encore un peu effriter la confiance et vous voyez la question vraiment de l'acceptabilité et également peut suivre là-dessus. Donc, nous insistons beaucoup sur ces aspects. Et je pense que par rapport à la motivation, le directeur l'a dit, nous travaillons vraiment pour les questions de pérennisation parce que c'est une réforme également au niveau national. La santé communautaire a une direction également qui veut encore étendre davantage l'offre de tout ce que nous avons comme SRMNIA, mais particulièrement la planification familiale. Nous sommes en train de travailler avec eux dans le cadre de la révision de notre délégation de tâches pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Mais la question également de la pérennisation de cette stratégie est également au cœur, au centre de nos préoccupations. Et là, j'ai identifié ou bien parlé de 2 défis majeurs. C'est le défi de la mobilisation des ressources pour continuer, mais également aussi au niveau communautaire, et tout ce qui a comme vraiment
acceptabilité, perception en lien avec toutes ces pratiques, parce qu'aujourd'hui, l'auto-injection, ce n'est pas toujours perçu comme facile chez les femmes, chez les communautés, mais nous voulons vraiment, nous espérons qu'à travers ces études, n'est-ce pas, au niveau communautaire, sur ces approches de délégation de tâches, nous pourrions vraiment améliorer cet environnement pour que nous puissions vraiment avancer et avoir l'entière adhésion, l'implication des communautaires. Je veux dire ici les leaders communautaires, les hommes surtout, et également les utilisatrices en tant que vraiment aussi premières utilisatrices pour que nous puissions avancer et atteindre les objectifs assignés. Voilà ce que je pourrais ajouter par rapport à ces communications. Merci beaucoup, Dr Ousseini. Donc, je pense qu'il y a aussi d'autres questions. Je pense qu'il y a des questions dans le chat, mais on voudrait vraiment entendre aussi les instituts, les chercheurs qui sont ici présents. Quelles sont vraiment les attentes à leur niveau aussi par rapport aux besoins de recherche? Est-ce que donc il y a des questions sur les attentes effectives donc des pays par rapport à ce qui a été présenté? Est-ce que vous avez besoin d'autres informations complémentaires, de questions plus spécifiques par rapport à ces besoins exprimés? Peut-être, si je peux poser la question, merci à tous ceux qui ont eu à présenter la Mauritanie, le Sénégal et le Niger. Moi, la question que j'ai, parce qu'il reste 15 minutes et j'ai vu une excellente question de Abdoul dans le chat, mais c'est de savoir pour les instituts de recherche qui sont connectés, ou en tout cas ceux qui voudraient soumettre, est-ce que vous pensez avoir ce dont vous avez besoin et les informations dont vous avez besoin pour pouvoir soumettre une proposition sur cette thématique-là, en sachant que vous avez la possibilité de soumettre sur plusieurs thématiques, mais on voudrait vraiment s'assurer que ces appels avec les pays vous soient utiles et qu'à la fin de ces appels, au sortir de ces appels, vous ayez de quoi pouvoir monter vos dossiers et vos propositions. Donc, on veut vraiment s'assurer sur cet appel pour ceux qui sont intéressés. S'il y a des choses qui vous manquent ou des informations dont vous auriez besoin pour pouvoir monter un dossier qui aurait toutes les chances d'être accepté, de pouvoir nous en faire part pendant cet appel ou par email, mais autant le faire sur cet appel avec les différents pays. Voilà, merci beaucoup. Abdoul, on te donne la parole. Oui, Marie, bonjour et bonjour à tous les présentateurs. Je pense que c'est assez édifiant de suivre toutes ces informations venant de nos responsables de différents pays. Et par rapport aux documents liés à l'appel, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. J'ai regardé l'ensemble des documents relatifs à cet appel à candidature et quasiment, je trouve que l'ensemble des informations dont nous pourrions avoir besoin ont été quand même assez détaillées et je félicite l'IPCO pour ce niveau de précision. Et je voudrais néanmoins revenir par rapport à la question de la significativité des résultats au niveau national. Et puisque nous avons toujours l'occasion, que ce soit sur ce projet ou sur cet autre projet, d'avoir des études qui sont quand même assez limitées pour avoir quelques fragments sur la réalité au niveau national. Mais cette opportunité que nous donne l'UPCO, je pense que il faut essayer de voir si c'est possible de créer des synergies au niveau national pour avoir des résultats qui peuvent dépasser juste le niveau d'une seule institution, mais de revêtir, comme les enquêtes démographiques et de santé, cet aspect des études de référence au niveau national. Et je pense que c'est une occasion de voir possiblement s'il y a des partenaires qui ont des intérêts au niveau national. Est-ce que nos autorités ici présentes, je vois Dr Harou qui est en ligne, Dr Ousseini, si cette possibilité est faisable de nous amener ensemble pour s'entraider et puis avoir une sorte des études de référence qui peuvent quand même couvrir une thématique ou deux
avec cette représentativité au niveau national. Et je vous remercie beaucoup. Okay. Merci, Dr. Abdelmouni. Oui, donc je vais peut-être donner la parole aux décideurs qui sont là, donc sur la possibilité, en tout cas, de travailler ensemble, pour pouvoir construire sur la base en tout cas, de recherches plus consistantes et qui permettent de pérenniser et de faire les choses autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, des études parcellaires qui souvent ont du mal à mettre en œuvre des mécanismes pérennes. Oui. Alors, je donne à Dr. Harou. Oui, bonjour Husseini. Bonjour Abdoul, ça va? Vous allez bien, j'espère? Oui, c'est une question effectivement intéressante, vous l'avez dit. Et justement, l'idée de l'ICPO, c'est de mettre tous les acteurs ensemble, donc gouvernement et bien entendu chercheurs, pour que les réflexions dès le départ commencent ensemble et qu'elles se poursuivent jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? La fin, c'est les résultats de la recherche, et les résultats de la recherche qui sont probants, bien sûr, qui vont être bénéfiques pour les pays, et que pour que le gouvernement puisse les utiliser enfin, qu'on arrive à atteindre les résultats en termes de planification familiale. Et donc, c'est pourquoi, si peut-être l'autre jour, vous n'étiez pas disponible, nous avons voulu, même par rapport à ce groupe multipartite d'information et d'orientation, donc adresser une invitation à tous, en tout cas les chercheurs. On a ouvert pour que les chercheurs soient avec nous ensemble. Et je pense que cet appel à proposition est ouvert et il n'empêche pas que les instituts de recherche, en tout cas toute autre organisation de recherche, qui puissent fédérer, se présenter en consortium justement pour qu'ensemble justement on puisse développer des études assez intéressantes et de grande envergure, mais ce qui sous-tend également aussi des ressources parce que les études de grande portée aussi nécessitent beaucoup de ressources. Et donc, en cela, je pense que peut-être la fédération aussi des partenaires est une excellente idée. L'UCP commence dans cet agenda de recherche, mais il ne demeure pas moins que les autres organisations qui ont leur intérêt, comme tu as commencé à le dire, peut-être l'USAID, je fais un clin d'œil vers l'USAID, peut-être qu'ils vont accepter et du coup, on peut avoir assez de ressources pour faire une étude qui va avoir une envergure plus nationale et donc va avoir vraiment des résultats qui reflètent bien évidemment la réalité au niveau pays. Voilà peut-être ce que je pourrais dire, mais on va continuer à réfléchir ensemble puisque effectivement nous avons des partenaires et l'idée c'est de travailler ensemble. Voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse à votre question. Merci à vous. Merci, Dr. Harou. Peut-être, j'aimerais demander à Abdoul, parce que son commentaire est très important et effectivement, ce qu'on voudrait éviter, c'est de faire de petites études parcellaires ici et là. Quels seraient les besoins et est-ce qu'avec ce que l'UCPO propose pour l'instant, et je demande parce que je suis novice, je ne suis pas chercheur, mais avec ce que toi tu proposes de pouvoir faire justement des enquêtes au niveau vraiment national pour avoir une meilleure représentativité nationale des résultats, est-ce que ça, avec ce que l'UCPO propose, ce serait assez ou il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de ressources qui soient allouées à ce montage financier-là, par exemple? Merci beaucoup, Marie. Je pense qu'avec les seuils proposés, ça peut raisonnablement permettre de conduire de travaux de recherche, mais mon questionnement aussi fait référence à l'existence des dynamiques au niveau de certaines structures. Par exemple, ici à Grad Africa, nous avons un financement du CERDI pour faire la promotion des consultations prénatales en groupe
au niveau de la région des Anders avec une composante de mobilisation communautaire, analyse sociale et action. Et donc, du coup, je me disais que est-ce que c'est possible de profiter de cette opportunité pour essayer de voir si on peut trouver des ponts entre ce que nous sommes en train de faire actuellement et puis les besoins aussi des autorités en matière d'information pour proposer un plan qui peut nous permettre de faire quelque chose de plus grand au niveau de la région et peut-être couvrir aussi la région de Maradi où nous avons déjà des efforts qui sont en cours depuis aujourd'hui 3 ans, aussi toujours sur la thématique des questions de la promotion des consultations pré- et postnatales en groupe. Donc, du coup, c'est une question qui finalement est un peu complexe parce que aussi l'approbation de CERDI pour ces possibilités de financement conjoint pour faire des recherches plus élaborées, je pense que serait indispensable, mais aussi du côté de l'UCPO, si on peut faire ces discussions, de voir comment on peut mettre en synergie des financements des différents bailleurs pour avoir une complétude plus importante au niveau de 2 ou 3 régions. Voici un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Abdoul. Ça a beaucoup de sens et je pense que la réponse, elle vaut pour tous les autres chercheurs ou instituts qui sont aussi connectés. Si vous avez déjà effectivement des financements ou des ressources qui sont allouées à certaines études qui pourraient venir complémenter ce que vous proposeriez, par exemple, de faire pour l'UCPO, je pense que ça ne fera qu'augmenter vos chances justement de pouvoir accéder au financement de l'UCPO si justement on arrive à avoir des synergies avec ce que vous faites déjà. Il faudrait que ça soit droitement en ligne avec la thématique, donc délégation des tâches. Bon, tu as parlé tout de suite de les visites prénatales, mais il faudrait pouvoir faire un lien évident, évidemment, dans la soumission entre ce que vous faites déjà et comment vous pourriez, avec le financement de l'UCPO, non seulement pérenniser, mettre à l'échelle, et puis avoir des synergies entre les recherches que vous faites déjà et ce que vous viendriez compléter avec le financement de l'UCPO qui permettrait d'avoir des résultats probants et à l'échelle nationale. Et donc ça vaut pour tous les autres instituts aussi. On vous encourage vraiment à pouvoir recenser dans dans la réponse aux propositions ce que vous faites déjà et pouvoir pérenniser. On a tout à fait intérêt, comme tu dis, Abdoul, à pouvoir trouver des synergies et bâtir sur l'existant et pouvoir pérenniser tout ça à une échelle nationale plutôt que d'avoir de petits résultats sur une région ou 2 et pas forcément à l'échelle nationale. Parce qu'on voudrait vraiment que le but ultime, ça soit d'influencer ou en tout cas une amélioration des politiques au niveau national et pas forcément juste au niveau de certaines régions. Voilà. Ok. Oui, merci beaucoup. Pardon. Alors, Blaise? Oui, Ousseini. Oui, juste pour vraiment renchérir par rapport à ça, je pense que nous avons déjà commencé des discussions parce qu'au-delà de ce que Abdoul vient de mentionner, il y a aussi la dynamique de l'intégration des services qui aujourd'hui est portée par plusieurs entités, plusieurs directions. Et c'est là où je dis que c'est une belle opportunité, comme l'a dit aussi Madame la directrice, va falloir qu'on ouvre le dialogue pour vraiment voir ce que nous pouvons capter en termes vraiment d'opportunités pour avoir une large vue en termes vraiment de perception, d'acceptabilité par rapport vraiment au travail du communautaire. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, par exemple, avec la santé communautaire et la nouvelle réforme, c'est vraiment le paquet intégré qu'on veut offrir au niveau de tout. Donc, c'est toute la problématique de l'offre des services SRMNIA au niveau communautaire qui est là. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont autour de ça. Donc, je pense qu'on peut aussi saisir cette opportunité pour voir au-delà des partenaires et autres aussi, les autres directions en termes vraiment d'intégration des services, mais en se disant que nous voulons vraiment travailler à faire avancer vraiment ce travail de délégation de tâches de façon générale, particulièrement aussi en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme offre de services de planification familiale, sans oublier aussi l'auto-soin, parce que de façon générale, la question de l'auto-soin, la question d'équité encore revient sur la sellette et je pense que nous devrons aussi voir comment est-ce qu'on devrait embrasser ces questions de façon subtile. Merci beaucoup.
Merci, Dr Husseini. Et l'autre commentaire que je veux faire, c'est que, par exemple, sur cette étude-là, sur cette thématique-là, il y a 3 pays qui sont positionnés, Sénégal, Niger et Mauritanie. Et je sais qu'on a beaucoup parlé effectivement du cas du Niger ici, mais les instituts de recherche qui soumissionneraient et qui arriveraient à trouver des liens, par exemple, entre quelque chose qui se fait déjà au Niger et comment on pourrait utiliser avec les fonds de l'UCPO de pouvoir nationaliser les résultats, il faudrait aussi pouvoir le proposer sur les 2 autres pays, donc que ce soit Sénégal et Mauritanie, et avoir la même approche. Donc, quitte à s'aligner ou avoir un partenariat avec des instituts de recherche au cas où vous ne seriez pas dans le pays, pour pouvoir faire ce travail-là. Je pense que ce sera un plus si vous arrivez à faire le même type à peu près de propositions et de valeur ajoutée sur les 3 pays et pas forcément sur un seul. Il y a un commentaire de Adjouma Diallo que je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole pour expliquer. Ça a l'air très intéressant, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris tous les tenants et aboutissants. Donc, je ne sais pas si, Monsieur Diallo, vous pouvez prendre la parole et expliquer le commentaire. Vous êtes sur mute, hein? Je ne sais pas si… Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Le commentaire, c'est un peu dans une perspective un peu de recherche. Il y a plusieurs recherches dans ce domaine. Mais c'est important, parfois, les recherches sont un peu portées par les programmes qui sont, en réalité, ont des activités qu'ils doivent dérouler. Et je pense que ce serait encore mieux de se confier beaucoup plus à des éléments externes, des chercheurs, pour un peu faire la thématique dans les domaines qui sont précis. Ça permet un peu de crédibiliser ce qui est attendu. Et on pourrait un peu pouler l'ensemble des pays qui sont concernés et ça va faire une étude transversale qui permet de vraiment capitaliser le tout, surtout pour partager au niveau de l'ensemble des pays dans le cadre de ce projet. Voilà, c'était un peu ça. Absolument. Oui, tout à fait d'accord. Le but, effectivement, ce n'est pas de faire la promotion d'un programme, c'est vraiment d'avoir des résultats, comme on dit, pour ensuite, à l'échelle nationale, pouvoir avoir, soit bâtir sur une stratégie ou une politique nationale qui existe déjà, donc on pourrait améliorer, ou bien c'est d'en bâtir une carrément. Donc, effectivement, le but, ce n'est pas forcément de juste pouvoir pousser un programme, c'est qu'il y ait aussi, comme vous dites, cette crédibilité-là et cette indépendance d'esprit et de résultats. Donc, on est tout à fait d'accord. Cela n'empêche pas au programme s'il a en fait, certaines activités opérationnelles de le faire, effectivement. Et au-delà de cela, c'est bon de fédérer pour que ça soit quelque chose de multisite, pour que le crédit soit beaucoup plus visible et beaucoup plus accessible à l'ensemble de ce projet. Merci bien. C'est ça. Merci beaucoup. OK, merci bien, Marie, merci. Donc, on est à la fin de ça. Je pense qu'il y a donc des questions aussi dans le chat auxquelles nous allons répondre voilà, par écrit. Je pense que voilà, OK, merci beaucoup à tous. Voilà, je pense que la recherche, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment de mettre en place cette synergie-là, donc entre chercheurs, décideurs et toutes les parties prenantes, afin de faire des recherches qui puissent être utiles donc à la création ou à l'amélioration de conditions de l'utilisation de la planification familiale. Donc, je pense que cette synergie-là est possible grâce à la collaboration que nous essayons de mettre en place. Et je pense que ce qui est ressorti aussi de l'atelier de Conakry que nous avons tenu en octobre, c'était aussi pour régler ces problèmes-là de dialogue ou de synergie entre chercheurs et décideurs et d'autres partenaires, que la recherche soit focalisée sur des besoins réels exprimés par les parties prenantes locaux. Donc, je pense que ces discussions permettront en tout cas de pouvoir donner aux instituts de recherche la matière pour proposer des propositions
qui pourront nous permettre d'atteindre ces objectifs tracés. Donc, merci beaucoup. Je pense que les appels vont encore continuer. On a dans la semaine une série d'appels qui sont programmés. Je pense que vous avez déjà eu les invitations. Et je vous invite à vous connecter à ces réunions-là pour avoir encore plus de la matière en vue de peaufiner vos propositions de recherche. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Au revoir.